Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour un nouveau CQFR, comme vous en avez l'habitude pour parler de l'actualité de la NBA pendant ses vacances. Toujours pas de transfert majeur à évoquer, mais toujours de l'actualité sur laquelle on peut discuter ce matin avec Théo. Comment ça va Théo? Écoute, ça va très bien. Très très bien. C'est effectivement on attend toujours de savoir qui, où et quand seront bougés les derniers joueurs là dont on attend les transferts, mais sinon tout va très bien. Bon, ce matin, on voulait un peu parler d'un joueur dont on a beaucoup parlé pendant toute la saison, même j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on parle que de lui, mais malheureusement pas pour ses performances sur le terrain. On voulait parler de Ben Simmons, parce que finalement, il est toujours dans l'effectif des Brooklyn Nets, et Michael Bridges, qui est ce qui ressemble le plus à un franchise player à Brooklyn à l'heure actuelle, depuis son transfert en provenance de Phoenix, qui a été excellent sur la deuxième partie de saison dernière. Michael Bridges a parlé de lui en des termes franchement élogieux, et qui pousse à penser que peut-être qu'on a écarté Ben Simmons de l'équation un peu trop tôt, et qu'il y a des chances qu'il soit utile aux Nets la saison prochaine, et ça changerait quand même beaucoup de choses. Je vais te lire ce qu'il a dit dans le passage dans son passage dans le podcast de Paul George cette semaine. Il dit: Ben, c'est mon gars, j'ai confiance en lui, j'ai une grande foi en lui cette année. Bon, comme nous tous, à un moment, on a tous cru en Ben Simmons, et on a pu un peu le regretter par le passé, mais toujours est-il que Michael Bridges croit en lui. Son dos était abîmé. Maintenant qu'il a été opéré, il va pouvoir revenir. Il aime le jeu. S'il peut revenir à son meilleur niveau, oui, à 100%. Il a besoin d'avoir confiance en son corps, et il sait ce qu'il peut faire. Je pense que les choses qu'il pouvait faire avec cette blessure étaient vraiment limitées. Le ciel est donc sa limite. Après, il a dit d'autres choses en expliquant qu'il espérait que Ben Simmons soit agressif sur le terrain, et que dans tous les cas, ils seront toujours là pour lui, et lui en particulier. Donc je sais que toi, tu as quand même fait partie des défenseurs de Ben Simmons, ou en tout cas des gens qui croient toujours en lui, en son potentiel. Est-ce que ça t'a un peu redonné foi en Ben Simmons, ces déclarations de Michael Bridges? Écoute, foi je sais pas, espoir certainement. C'est vrai que c'est marrant, il est passé d'un stade où on parlait de lui tous les jours quasiment, Mm. tellement il était dans les rumeurs, on scrutait ses performances, ses contre-performances, au fait qu'on parle plus du tout de lui, comme tu dis, qu'on ait même oublié qu'il fait partie de l'effectif des Mm. Nets l'an prochain. Alors moi effectivement, j'avoue que j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Très tôt, en fait, dans sa carrière NBA, j'étais un peu étonné de la manière dont il était décrié. J'avais un peu le sentiment que on se concentrait uniquement sur ce qu'il n'était pas capable de faire et qu'on Mm. oubliait tout ce qu'il était plus que capable de faire. C'est quand même un mec qui a été dans une All NBA team, qui a été comment dire, parmi les meilleurs défenseur de la ligue plusieurs années de suite, alors qu'il était encore très jeune. Au moment du trade, même pour Brooklyn, pour moi, on en avait parlé, je me rappelle, moi j'ai trouvé que c'était un move gagnant pour Brooklyn, parce qu'il récupérait un joueur qui était encore jeune, qui était encore sous contrat pour un moment. Je me rappelle avoir souligné le fait qu'il faudrait voir quand James Harden arriverait à la fin de son contrat, comment ça se passerait pour Philadelphie. De ce point de vue-là, effectivement, ça se passe pas très bien, sachant que finalement, le move a quand même été gagnant pour Philadelphie, dans le sens où ils ont eu un joueur qui a pu être sur le terrain, qui a pu performer, qui a même très bien performé en saison régulière, alors que Ben Simmons, c'est un petit peu quand même une énigme ambulante. Il a toujours pas vraiment rejoué. Quand il a joué, c'était compliqué. Alors il était faut rappeler le contexte, hyper complexe, avec des joueurs autour de lui qui essaient de se barrer au bout du compte, une Mm. franchise qui était en train de se reconstruire. Je sais toujours pas vraiment si Jack Vaughn a fait une croix sur lui à la fin, ou en sachant si c'était parce qu'il savait pas comment l'utiliser, si c'était parce que Ben Simmons n'était pas prêt dans sa tête à performer, si ses pépins physiques au dos finalement étaient pas suffisamment remis pour que lui puisse jouer sereinement, sachant qu'il était quand même sous un microscope en permanence. Voilà, sa situation est hyper compliquée. Sur le talent, sur le potentiel, sur ce qu'il peut apporter à une équipe, en défense notamment, dans la création de jeu, je continue à penser que ça peut vraiment être un joueur. Il peut encore sauver sa carrière, je pense, dans le sens d'être encore un joueur qui peut apporter à une équipe. Par contre, c'est vrai que là, ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas joué maintenant. Mm. D'un point de vue physique, en termes de réflexe, de rythme, je pense que ça va prendre du temps avant qu'il retrouve voilà, un petit peu de sa superbe. Et puis finalement, c'est toi qui l'avais notamment souligné assez tôt, Shai, sur les aspects, tu sais, l'aspect mental des choses, Ouais. dans quel état d'esprit il sera. Là, il y a vraiment des questions maintenant que je me pose. Autant au départ, je me disais, c'est trop un compétiteur, il va revenir à Brooklyn, il va vouloir montrer à tout le monde, j'étais assez confiant sur le fait que ça marcherait. Là, maintenant, il y a une vraie période voilà, une vraie période de coupure. Faudra voir dans quelle disposition d'esprit il sera.
Moi, j'ai toujours ce doute-là, en fait, avec lui. C'est-à-dire que je continue de penser que dans un contexte particulier, peut-être sur un petit marché où il n'y a pas d'exposition médiatique, on en avait parlé avec Antoine à un moment, on réfléchissait sur les potentielles destinations. Alors là, aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais tu sais, un Oklahoma City, Indiana, des équipes qui ont envie de passer un cap et dans lesquelles il serait quand même un peu plus tranquille et où il n'y aurait pas constamment la lumière tournée vers lui. Voilà, le truc, c'est que Jack Vaughn est toujours entraîneur des Brooklyn Nets, que la saison dernière, ses déclarations ont quand même laissé entendre qu'il savait pas, enfin, il n'arrivait pas à trouver de formule dans laquelle vraiment utiliser Ben Simmons, et il a été très spécifique sur les raisons pour lesquelles il n'y arrivait pas. C'est parce que voilà, le fait que Ben Simmons n'arrive pas à retrouver vraiment ce qui faisait sa force avant, en termes défensifs, même en termes de playmaking, il y a eu des séquences où on le retrouvait, hein, c'est un excellent passeur, un très bon défenseur, comme tu le soulignais, mais il lui manque cette agressivité, cette confiance en lui qu'il avait à Philadelphie jusqu'à cette sortie de route en playoff où d'ailleurs les critiques se sont injustement tournées que vers lui parce que tout le monde a en tête ce refus de tirer, cette passe alors qu'il est sous le cercle, les lancers ratés. Donc il y a des choses. Je suis encore à mi-chemin. Je pense comme toi qu'il y a un monde où son talent parvient à s'exprimer encore en NBA. Et là, à Brooklyn, j'en avais même, avant que Michael Bridges en parle, j'avais même oublié qu'il était dans l'effectif, c'est pour te dire. Mais là, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a un scénario où s'il est à 100% de ses moyens, Brooklyn ne va pas être surexposé médiatiquement cette saison parce qu'il n'y a plus Kyrie, il n'y a plus KD, il n'y a plus James Harden. Ils ne seront pas surexposés. Peut-être que tranquillement, il peut refaire son bout de chemin. Et le fait que Michael Bridges, qui est peut-être le joueur le plus important de Brooklyn dans les années à venir, et même là, dès la reprise de la saison, soit aussi confiant et donne autant l'impression d'avoir envie que ça marche avec Ben Simmons, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose où l'espoir, ça me paraît être un bon terme. On peut peut-être discrètement reprendre espoir pour Ben Simmons, je pense. Ouais, d'autant que, voilà, on s'est énormément focalisé sur son incapacité à mettre, mais surtout même à prendre des tirs à 3 points. Moi, je pense que finalement, c'est même pas le plus gros problème de son jeu. Pour moi, vraiment, la chose sur laquelle Ben Simmons doit travailler et peut progresser, c'est vraiment les lancers francs. Parce qu'en fait, vu ses qualités athlétiques, voilà, le gros handicap, c'était qu'il arrivait à un moment où il osait même plus être agressif vers le cercle, tellement il avait peur de devoir être envoyé sur la ligne des lancers francs. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est un objectif qui me semble vraiment atteignable en fait pour un joueur aussi jeune que lui. Si tu bosses, les lancers francs, je veux dire, tu vois, je pense à des joueurs comme Karl Malone ou comme Chris Webber qui étaient très mauvais au lancer franc en début de carrière, qui ont bossé, qui sont devenus hyper réguliers, hyper sûrs à force de travail. Je dis pas forcément que Ben Simmons doit être, tu vois, doit devenir un shooter de lancer franc qui peut en mettre 80% sur la saison. C'est même pas ça en fait. Mais il doit être capable d'en mettre suffisamment pour ne plus avoir peur d'attaquer le cercle. Et s'il y a simplement ça en fait, encore une fois, vu ses qualités à la création, son coup d'œil, sa taille, on se rend pas compte, hein, il est immense en fait, il est énorme ce joueur quoi. Il est hyper athlétique. Moi je continue à croire à son potentiel vraiment. Et finalement il a un profil moi que je trouve plutôt. Enfin, j'aime bien ce profil en fait. C'est vraiment un joueur altruiste sur le terrain. Il est vraiment prêt à faire plein de choses pour aider son équipe et en dehors du scoring. Je pense qu'il a quelque chose à faire. Moi, j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, hein, mais moi, j'aime beaucoup quand même le cœur de cette équipe de Brooklyn, à voir s'il restera intact, parce qu'effectivement, il y a vraiment la marge pour essayer de faire venir un gros joueur, mais même en l'état, c'est une équipe qui peut vraiment être sympa à voir jouer, qui a plein d'éléments intéressants, et Ben Simmons rentrerait parfaitement, je pense, voilà, dans l'équipe telle qu'elle est construite pour l'instant. Alors, je parle pas des Nets comme étant un contender, tu vois, mais comme une équipe vraiment qui peut jouer, développer quelque chose d'intéressant en saison régulière, commencer à voir un petit peu ce que ça peut donner pour l'avenir. Et puis, effectivement, Brooklyn a plein d'assets maintenant. Ça reste New York, donc une destination qui peut être attractive pour des joueurs. Il y aura de quoi faire un trade à un moment. Ouais, le problème de Ben Simmons, donc, c'est que là où j'ai aussi des doutes, c'est, enfin, tu te souviens de son passage chez JJ Redick où il devait un peu donner sa vérité sur ce qui s'était passé et tout ça. Je sens pas cette volonté de progresser là où tu l'as évoqué, les lancers francs, l'agressivité. Il était vachement dans l'excuse et dans le monde est contre moi et on en a fait 3 tonnes. Ce qui, je veux dire, il y a une forme d'injustice. C'est faux d'ailleurs. Voilà. Il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire que on en parlait tous les jours parce que c'est un joueur important et qu'on a
pour lequel on avait des attentes très élevées parce qu'on a vu de quoi il était capable. Mais je sens pas le côté forcené du travail qui veut prouver par le travail et par ses progrès qui a de retour. Tu vois, après, c'est du feeling. On est à distance. Il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il fait entre quatre murs. Tous les étés avant, on avait Ben Simmons qui prend des shoots à 3 points. Et ça, pour le coup, ça on le voyait, mais ça se matérialisait pas sur le terrain. J'avoue que j'aimerais bien le revoir à la rentrée avec un peu de temps de jeu et puis qu'on voit qu'il y a des progrès, qu'il est agressif, qu'il a bossé ses lancers francs. Bon, après, on verra, mais il lui reste 2 ans de contrat, hein, pour info. On en a parfois parlé dans des scénarios de trade, mais il faut trouver l'équipe qui veuille bien miser sur lui. Il y a 2 ans avec un salaire quand même franchement élevé. Cette saison, ça va être 37,8 millions de dollars et la prochaine 40. Donc c'est pas un risque anodin à prendre, mais bon. Écoute, on verra ce qu'il en est. J'aurais bien aimé le voir avec l'Australie à la Coupe du Monde. Ça avait été évoqué un temps. Le coach en avait parlé en disant qu'il pensait le prendre, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Ben Simmons n'est pas dans le roster qui fera la Coupe du Monde. Espérons qu'il profite de l'été pour bien travailler, pour retrouver toutes ses sensations et qu'on le voit à la reprise en pleine forme et là où il devrait être. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la question, bon, c'est pas le seul, hein, à chaque été publier des photos de lui en train de s'entraîner. Ouais. À chaque fois, on le voit faire de la muscu. Je veux dire, à un moment, tu fais du basket. La question, c'est, tu vois, c'est pas tant sur le travail, c'est est-ce qu'il a, tu vois, l'humilité et l'intelligence de cibler vraiment les bonnes choses, en fait. Tu vois, je connais pas du tout son entourage, je sais pas comment ça se passe autour de lui, mais encore une fois, quand tu vois son talent et ses aptitudes, un truc comme les lancers francs, il n'y a pas de raison que tu puisses pas progresser. Et encore une fois, je parle pas de passer directement, d'être à 80% de réussite l'an prochain, mais de manière de progresser de manière, petit à petit, de retrouver un petit peu ta confiance. Sa carrière, elle est devant lui. Il est encore vraiment jeune, ce joueur. Donc, tu vois, tout est encore possible de son côté, quoi. Ouais, tu dis que sa carrière est devant lui. Il y en a un autre dont la carrière est passée et terminée, mais qui malgré lui revient un peu dans l'actualité ces derniers jours sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est Dwayne Wade. On avait parlé, je sais plus si on avait parlé, mais il y avait Paul Pierce qui il y a quelques jours avait dit que en gros dans un classement all-time il se mettait pas en dessous de Dwayne Wade parce que Wade avait été ultra entouré et que si lui avait eu le Big Three de Boston un peu plus tôt, il aurait 3-4 titres, que si au début de sa carrière, il avait eu les mêmes joueurs qu'avait Dwayne Wade, c'est-à-dire Shaq, puis LeBron. Enfin, en gros, il se plaçait devant Dwayne Wade. Et puis là, cette semaine, c'est un autre joueur qui parle de Dwayne Wade et en tout cas auquel il est comparé. Donc c'est donc Jeff Teague. Je vous rassure, Jeff Teague ne dit pas qu'il est meilleur que Dwayne Wade, hein, mais Jeff Teague dans quand même, oui, voilà, un niveau d'irrespect tellement fou. C'est ça. Jeff Teague qui est dans un podcast dont le nom m'échappe et que je vais vous retrouver tout de suite. C'est le club 520, voilà. Il discutait un peu des positions all-time en shooting guard et selon lui, James Harden est arrangé devant Dwayne Wade dans un classement all-time. Je te lis là aussi comment il a expliqué ça. Il dit Dwayne Wade a eu Shaq et LeBron avec lui. Il n'a jamais vraiment été tout seul. Donc c'est un peu l'argument de Paul Pierce. Hein. Il reprend un peu l'argument de Paul Pierce. Quand il a été seul à Miami, le hit était pourri. Je suis désolé, mais James Harden est au-dessus de D-Wade pour moi. Donc il entend dans le sens franchise player qui porte son équipe tout seul sans avoir besoin de superstar. J'ai trouvé ça assez ironique. Et chacun a le droit à son avis. Et Jeff Teague a le droit de dire a le droit de mettre James Harden devant. Hein. C'est pas le truc le plus scandaleux, mais je trouve que là, les derniers jours ont été un peu durs au niveau de l'irrespect pour Dwayne Wade quand même. Ouais, d'autant que c'est vrai que James Harden n'a jamais été entouré. Je veux dire, Russell Westbrook, Chris Paul, Kevin Durant, Kyrie Irving, Joel Embiid, c'est vrai que c'est pas des très grands joueurs. Et puis pourtant, il a gagné plein de bagues, James Harden, hein, malgré tout ça. Donc effectivement, Ouais. là, c'est bon. Paul Pierce, finalement, je suis pas forcément étonné. Encore une fois, hein, on le disait l'autre fois en plaisantant, c'est quand même de plus en plus dur de l'appeler The Truth. T'as vu le nombre de bêtises qu'il raconte depuis qu'il a arrêté sa carrière. Après, voilà, c'est un compétiteur. Il a joué. On se voit tous plus beaux, on se voit tous toujours plus meilleurs que ce qu'on est. Hein. C'est pas, voilà, ça me choque pas des masses. Il peut y avoir, on peut débattre de Paul Pierce, Dwayne Wade qui est le plus fort, qui a fait la plus belle carrière. Moi j'adore Paul Pierce. Hein. C'était même mon joueur préféré du Big Three de Boston. Je pense pas que je le mette devant Dwayne Wade pour autant. Par contre, l'argument de Jeff Teague là, par contre, je le comprends pas du tout, quoi. Je comprends pas du tout. Je pense que c'est un petit peu faire aussi de l'histoire, revoir l'histoire un peu rapidement parce que quand il était tout seul à Miami,
l'objectif de Miami, c'était de vider. Faut voir les rosters qu'il y avait. Hein. Je vous invite à aller regarder les années Ouais. où Miami a pas gagné. Il y a même une saison ou deux où ils font quand même les playoffs, alors qu'il n'y a personne dans l'équipe, littéralement personne. Les performances de Dwayne Wade en playoff, dans les moments les plus chauds, dès sa saison rookie, elles sont indiscutables. Mm. Je veux dire, la comparaison avec James Harden, pour moi, si tu l'as fait rien que là-dessus, en fait, sur qui a haussé son niveau de jeu en playoff, il y a même pas photo. Ok, Dwayne Wade n'a pas été MVP, James Harden l'a été. James Harden est un très grand joueur, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, ça j'en conviens. Par contre, les gens ont un peu oublié qui était D-Wade. Et le D-Wade des grandes années, il jouait pas que d'un côté du terrain. Donc voilà, toutes ces choses-là me montrent à quel point finalement on peut avoir la mémoire courte, Ouais. oublier un petit peu ce qui s'est passé réellement. Et l'équipe avec laquelle Wade est champion avec Shaq, regardez le roster, hein, c'est pas non plus, c'est pas les Warriors, c'est pas tout un tas d'équipes, c'est pas une équipe folle. Ok, Shaq Ouais. est sur la fin de son prime, il est encore un joueur impactant, bien sûr, mais voilà, les performances de Dwayne Wade et du corps arbitral, on peut en parler dans cette Je me finale. demandais si tu allais en placer une petite. Bon, Ouais. on peut le placer. Après, bon, le débat est sans fin. Mais Mm. malgré tout, ses performances sont juste folles sur cette finale. Il était tout jeune et l'équipe était pas si folle que ça autour de lui. C'est ce que j'allais dire. MVP des finales à 24 ans quand même. Alors après, dans sa carrière, dans son vrai prime, il a connu des blessures, c'était moins facile. Puis il y a LeBron et Chris Bosh qui sont arrivés. Mais même juste sur le joueur en lui-même, c'est des joueurs quand même assez différents. C'est vraiment difficile de les comparer sur le strict plan du basket. Parce que, comme tu disais, Dwayne Wade, c'était un très très bon défenseur dans ses bonnes années. 3 fois dans le deuxième meilleur 5 de la ligue, dans le deuxième meilleur 5 défensif. Donc de ce côté-là du terrain, James Harden peut évidemment pas parler. Euh, le côté playmaking, James Harden est plus playmaker. Il fait plus de passes décisives que Wade, mais Wade c'était un scoreur phénoménal. Enfin, dans son prime, c'était athlétiquement et à la finition, c'était un joueur excellent, un joueur clutch. Enfin, il y a plein de choses qui. Bon, après, c'est pas pour faire vraiment c'est pas pour discréditer Harden ou pour discréditer Paul Pierce avant, que moi aussi j'aimais beaucoup. Mais mais ouais, c'est marrant cette tendance que maintenant on les joueurs à regarder vraiment juste avec qui un tel ou un tel a joué et à prendre ça comme vérité absolue, comme argument majeur, tu vois. Alors qu'il y a plein de choses qui font que Dwayne Wade était un joueur incroyable et bon, on peut le comparer à d'autres joueurs, mais voilà, faut pas que ça aille jusqu'au manque de respect et à dire ouais, moi je suis forcément meilleur que Dwayne Wade parce que j'ai fait ça, parce que lui a joué avec un tel. Enfin, si Wade s'était retrouvé dans les mêmes situations qu'Harden, peut-être qu'il aurait encore plus de bagues. J'en sais rien. On peut pas Bah, savoir. Mais... et puis, c'est un peu oublier ses performances quand il était avec LeBron, quand il était avec Shaq. Je veux dire, c'était quand même. Je veux dire, au début, même la première année du Big Three, quand Miami perd en finale contre Dallas, Mm. c'est Dwayne Wade, le meilleur joueur de Miami en Ouais. finale. C'est pas LeBron. Et derrière, moi j'ai toujours salué en fait l'intelligence de Dwayne Wade, qui à partir de la deuxième saison avec LeBron et Bosh, a vraiment eu l'intelligence de changer son jeu. Alors, je ne vais pas parler de sacrifice, hein, on en avait parlé Ouais. la dernière fois. Quand tu fais ces changements, c'est parce que tu as un objectif et ça a payé. Mais il a eu l'intelligence de changer son jeu et il a développé son jeu loin du ballon, ce que plein de stars n'arrivent pas à faire en fin de carrière. Tu vois, même tu vois, James Harden, j'avais été bluffé de voir comment il avait quand même modifié son jeu au moment où il est arrivé à Brooklyn. Alors, Ouais. pas tant en jouant loin du ballon, mais en libérant bien plus vite la balle, en lâchant les ballons bien plus tôt qu'après du côté que ce qu'il faisait avant à Houston. Mais tu vois, même avec Philadelphie, finalement, sur la fin de saison, bah, il est revenu à jouer comme il jouait en fait. Tu vois, c'est même Doc Rivers qui est vraiment pas exempt de toute critique quand on parlait dans un podcast avec Bill Simmons, avec Bill Simmons où il disait qu'à la fin, bah, James Harden recommençait à jouer comme Mm. James Harden joue. C'est pas si simple que ça de changer son jeu. Et Dwayne Wade a eu l'intelligence et la capacité de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle Miami a pu prendre 2 titres. C'est pas simplement parce qu'il y avait LeBron, même si je suis d'accord. Si tu me dis LeBron James était plus fort que Dwayne Wade, bah oui, qu'est-ce que. Enfin, je vois pas finalement où est le problème. Et encore une fois, dans le cas de Jeff Teague et de Paul Pierce, je pense qu'ils oublient, ouais, il y a un petit peu quand même d'amnésie. Momentanée en tout cas quoi sur Ouais. ce qu'était Dwayne Wade dans ses grandes années. Euh, ouais. Non, voilà. Je suis content qu'on donne un peu d'amour à Dwayne Wade pour rectifier le tir. Quand même un joueur incroyable que j'aimais beaucoup. Et même et en dehors du terrain, c'est quelqu'un aussi que je trouve vraiment intéressant. Et comme on avait parlé l'autre fois, il est vraiment en train de s'investir en WNBA. Il va investir beaucoup d'argent, de temps.
Son après-carrière va être intéressante aussi. On va en rester là pour ce CQFR et puis on va se retrouver demain matin comme d'habitude. On parlera un peu de l'actu et des petits sujets ici et là qui viendront fleurir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur basketsession.com pour lire des articles sur cette actualité. En fin de journée, on mettra le replay de la late session sur YouTube pour que si vous n'avez pas pu la suivre en direct mardi soir, comme ça vous pouvez un peu aller regarder ce qu'il en est. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve demain matin. Ciao.